Le prix de l'huile qui augmente, le lait infantile qui devient plus cher, une taxe de l'ordre de 5 millions de francs CFA imposée aux structures de livraison et puis ces fameux bonus accordés par les structures de téléphonie mobile qui sont plafonnés. Bref, l'année 2021 qui commence plutôt mal pour les Ivoiriens et qui d'ailleurs réagissent avec grogne sur les réseaux sociaux. Alors si certaines de ces augmentations et de ces taxes visent, selon l'État, à résoudre le problème de la pression fiscale, sont-elles pour autant légitimes alors que les Ivoiriens se remettent difficilement de l'année 2020, marquée notamment par la crise sanitaire? On va en parler dans le détail dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Surtout ne bougez pas, c'est parti. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, bonjour, sur NCI, c'est les Femmes d'ici, ça commence tout de suite, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Je suis aux côtés, comme d'habitude, de Kadi Touré. Bonjour. Aurélie, Afou, ça va? Bonjour. Hello. Vous allez bien? Très bien. Moi, j'ai mal à la tête, mais en fait, j'avais peur de partir en pharmacie pour ne pas qu'on me dise que le Doliprane a augmenté. Du coup, je suis venue avec mon mal de tête. Ça commence bien. Mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui... Kadi est traumatisée. Oui, elle est traumatisée. Nous, on aime manger beau flotteur, on est traumatisés. Alors, en fait, on part d'un sujet aujourd'hui qui est très sensible et qui a déjà enflammé les réseaux sociaux, c'est la cherté de la vie. C'est-à-dire que l'huile de palme a augmenté, le lait infantile, le lait de bébé qui vient de naître là, son lait aussi augmente. Et le pire pour moi, c'est les sociétés de livraison qui doivent déposer un capital de 5 millions avant de pouvoir exercer. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais bon. Alors, écoute, je trouve que personnellement, je trouve que c'est déplorable. Ouais. Je me mets à la place de la maman qui vend son alloco au quotidien, qui utilise cet argent pour subvenir aux besoins de ses enfants. On a une augmentation de près de 20% aujourd'hui, plus de 20% de l'huile, sans compter les jeunes entrepreneurs qui veulent se battre pour réussir et qui ont réussi à acheter 2-3 motos, à qui on exige de payer 5 millions. Ça porte un coût, en tout cas, à l'économie et au développement de l'entrepreneuriat. Et il faut absolument qu'une solution soit trouvée. Porte un coup à l'économie, je ne suis pas sûre que tu aies forcément raison, puisque je pense que la raison, justement, au niveau macro de toutes ces, de certaines de ces mesures, c'est justement d'aider à l'économie et la croissance économique. Le développement de l'entrepreneuriat, en tout cas. Oui, tu as raison. Mais ceci dit, je te rejoins surtout sur le fait qu'il y ait des changements aussi radicaux, à mon sens, et rapidement. En fait, c'est difficile de justifier et d'expliquer à un consommateur lambda qui va payer 20 000 francs CFA l'huile alors qu'il payait avant à 16 000. Ça fait beaucoup d'un coup et je comprends tout à fait les frustrations que les Ivoiriens ont. Oui, après, moi aussi, je suis une très grande défenseuse, disons, des PME ou bien même des restaurants ou du consommateur lambda qui sera affecté par toutes ces différentes hausses de prix. Mais après, il faut regarder le revers de la médaille. Comme je dis toujours, il faut regarder ces structures étatiques qui ont dû prendre ces décisions-là. Et comme on le dit, à la pression fiscale qui porte forcément, qui a des conséquences et c'est souvent une justification pour les hausses de prix. Maintenant, après, c'est de voir en termes de pourcentage, 20%, 25%, et la croissance aussi, en termes de la cherté de la vie. Donc, il y a tous ces différents facteurs-là à prendre en compte avant de dire que, oh non, ça a augmenté, c'est trop cher. Non, mais on passe en compte. Après, les gens ne comprennent pas forcément. Oui, c'est le problème. Et vous, chers téléspectateurs, avez-vous remarqué la hausse de prix de certains produits ces derniers jours? On écoute certaines de vos réponses. Je l'ai ressenti, mais c'est un peu exagéré, quoi. Ouais, tout a augmenté sur le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, comme ça, je suis parti au supermarché, mais un bidon d'huile qui était avant à 2 850 francs. Aujourd'hui, il m'en fait, ça a augmenté à 3 470 francs, disons 3 500. Soit une augmentation de 650 francs. C'est trop, c'est exagéré. Donc si l'État pouvait voir à la baisse, ça allait nous arranger. J'ai appris ça, l'augmentation d'abord de l'huile et aussi comment on avait le lait des bébés. Je fais le constat sur les réseaux sociaux, mais personnellement, je n'ai pas encore fait d'achat. Sur les réseaux sociaux, par contre, oui, j'ai vu qu'il y avait de l'augmentation sur certaines, sur les factures, sinon la RTI, sur aussi les produits de première nécessité comme de l'huile et les produits alimentaires en tout cas. Vraiment, avant, je prenais le bidon de 25 litres à 20 000 francs. Aujourd'hui, c'est passé à 24 000.
Vraiment, c'est pas possible. Hein. Donc, vraiment, le gouvernement n'a qu'à penser à nous. Parce que ça ne nous arrange pas du tout. Je vois que tout ce qu'on paye avant, ça a augmenté. Je veux qu'on diminue. Parce qu'avec le marché vivrier, c'est de ça qu'on vit. Parce que si l'homme n'arrive pas à payer, il n'arrive pas à manger, il ne peut pas vivre. Effectivement, ça a légèrement augmenté. Ouais. Bon, alors... Tout le monde se plaint de l'huile, surtout parce de que c'est ce qu'on utilise tous les jours. Ouais, exactement. Et clairement, ils ont déjà noté au niveau de leur porte-monnaie que, oui, c'est ça, que les choses ont changé. C'est bien gentil d'augmenter les choses, mais il faut aussi que le pouvoir d'achat augmente. Il faut que les personnes qui travaillent puissent aussi avoir des bénéfices pour permettre de pouvoir assurer largement le règlement, on va dire, ou le paiement, entre guillemets, de ce genre de choses. Mais si aujourd'hui, le pouvoir d'achat n'augmente pas, comment subvenir à ces problèmes, je vais dire, entre guillemets. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Je suis totalement pas d'accord. Elle aime trop gonfler, comme moi. En plus, je suis une grande mangeuse de pain, donc c'est bien qu'on en parle, parce qu'avec toutes ces augmentations, comment on va faire? On va parler de tout ça et justement, on va accueillir tout de suite en plateau nos invités du jour. Il s'agit de Yves Aka, président de la Fédération nationale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Nous avons également Kwaku Nguessan, président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur le plateau de Bonjour. Les charmantes dames. Oui, charmant monsieur. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous devez être très occupés ces derniers jours avec tout ce qu'on a eu comme annonce là, avec l'annexe fiscale 2021. Beaucoup de taxes, beaucoup d'augmentations sur des prix, surtout de produits de base, on va dire. Alors, est-ce que ça se justifie quand l'État dit oui, la pression fiscale en Côte d'Ivoire est faible? Et forcément, si on arrête d'exonérer certains produits, ça aura forcément un impact sur les prix. Vous dites quoi? Bonjour. Bonjour. Oui, vous nous donnez beaucoup à dire. Effectivement, on a eu du travail. Hein. Depuis le 25 décembre jusqu'à ce jour. On ne cesse de nous promener, de tenir des réunions par rapport au prix, à l'augmentation des prix des produits de grande consommation. On n'a pas encore parlé, on n'a pas fini avec le pain. Quand l'huile est venue déranger encore les discussions que nous menons, aujourd'hui on nous parle encore des distributeurs, c'est trop. Et c'est pour cela que je salue d'ailleurs la création de plusieurs associations de consommateurs. Et cela va nous permettre de résoudre ces problèmes partout où ils se posent. Aujourd'hui, c'est difficile. Hein? C'est difficile pour la population ivoirienne qui est en train de subir le poids des opérateurs économiques. Parce qu'aujourd'hui, depuis un an, c'est la Covid qui est en train de nous fatiguer. Elle nous a vraiment fatigués. Et au finish, c'est nos opérateurs économiques qui sont en train de nous déranger. Je dis bien déranger parce que nous sommes... on était en train de dire, bon, peut-être qu'on va souffler un peu, mais on n'a pas pu. Et puis... Mais du coup, est-ce que vous pensez que c'est un argument valable? C'est ça, oui, la pression fiscale. En fait, en réalité, en Côte d'Ivoire, apparemment, la pression fiscale est plutôt faible par rapport aux pays de la sous-région. Non, mais écoutez, la pression... La fiscalité a son chemin à part. Le gouvernement a une autre voie qui est différente de celle du citoyen lambda. Parce que le gouvernement, lui, c'est les chiffres. Il faut trouver les moyens pour payer les fonctionnaires, pour rembourser les dettes extérieures et tout et tout. Donc, le gouvernement fait des ajustements. Mais nous, on ne peut pas attendre et on ne peut pas suivre le gouvernement. Nous aussi, on se bat pour vous, les consommateurs. Comment faire en sorte que vous, les consommateurs, ou nous tous, nous puissions payer moins cher et qu'on puisse se nourrir convenablement.
Voilà. Alors, Ivaka, vous voulez rebondir sur sa même question? Bon, je partage effectivement tout ce qu'il a dit. Le gouvernement, quand on sort surtout de crise, le gouvernement a beaucoup à faire. Il faut chercher les moyens pour régler les effets de la crise. Mais en même temps, une crise, elle impacte la population. Et donc, la crise contribue à appauvrir la population. Et en même temps qu'on veut rechercher les moyens financiers en taxant les opérateurs économiques, l'autre revers de la médaille, c'est que les opérateurs économiques ne sont pas des philanthropes. Quand il y a des taxes, ils répercutent ces taxes-là qui sont des charges sur les prix. Et ces prix-là, qui les supporte? C'est le consommateur lambda. Et donc, c'est ce qui fait que c'est compliqué. Donc, l'État a un choix à faire. Quand on déclare, le plus souvent, en début d'année, l'État peut dire, par exemple, cette année est une année du social. Quand on dit une année du social, ça veut dire qu'on cesse d'être capitaliste. Donc, on devient socialiste en tant qu'État. Et donc, quand on devient socialiste, il y a des dispositions qu'on prend pour pouvoir aider la population. Parce qu'on sort de crise. Comme tout à l'heure, on nous parle de Covid-19, qui est une crise mondiale. Nous, de façon particulière dans notre pays, il y a eu la crise électorale. Donc, 2 crises sont survenues en 2020. Nous avons supporté ces 2 crises. Et donc, les populations ont été appauvries. Moi, quand je prends par exemple la question du pain, quand vous regardez l'interview du président de l'organisation patronale qui a déclaré qu'il y aura augmentation du prix de la baguette à partir du 15 janvier, mais les arguments qu'il donne, il dit les populations étaient appauvries. Mais tu dis que les populations étaient appauvries et en même temps tu annonces une augmentation du prix. C'est contradictoire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quel est l'impact réel sur la population de toutes ces augmentations-là? C'est-à-dire, est-ce que vous avez reçu des plaintes des gens dont la vie pourrait changer du tout au tout, juste parce que l'huile a augmenté, parce que le lait a augmenté et tout ça? Mais bien sûr, nous avons nos fédérations, nous avons des plateformes sur les réseaux sociaux, nous avons les plateformes d'échange avec la population. Mais quand vous lisez les commentaires, ce sont des plaintes alarmantes. C'est l'appauvrissement notoire. Les gens sont fatigués, ils sont même épuisés. Et donc, chaque augmentation de prix vient, je vais dire, crisper de plus en plus l'atmosphère sociale. Et donc, moi, je pense que l'État pourrait, on espère, prendre des mesures de nature à nous mettre dans le régime socialiste, quoi. Voilà. Pourquoi ces mesures, justement, sont contradictoires par rapport au fait qu'on ait vécu quand même une année très difficile? C'est-à-dire, même les autres années, il y avait quand même des augmentations, mais c'était supportable. Justement. Mais aujourd'hui, en 2021, après justement la crise qu'il y a eu du corona, il y a eu, on va dire, entre guillemets, un peu un stress avec les élections. Mais malgré ça, on décide d'augmenter des choses qui sont censées être essentielles. À votre avis, quel est le problème, en fait, avec l'État? Quel est le souci? Le souci, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, l'État lui-même, très souvent, il y a un problème entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Il y a, d'un côté, on veut faire du chiffre. Ça, c'est les opérateurs économiques. Le gouvernement, lui, il a déjà fait un budget. Il faut qu'il rentre dans ses fonds pour pouvoir gérer ce qu'il a à gérer. Et aujourd'hui, l'opérateur économique qui est venu injecter son argent pour pouvoir faire du chiffre, il ne veut pas, lui, vendre à crédit ou bien perdre. Il ne veut pas perdre son argent. Son investissement, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, il s'en va. Il regarde ce que l'État fait. Et lui, il suit le mouvement. Si l'État augmente même de 0,001% de taxes, lui, il peut mettre 5% sur son produit. Il le justifie. Quand il va te plaindre, il va dire non, l'État a augmenté sa taxe. Donc lui, il ajoute. C'est ça. Maintenant, à l'État de
d'ouvrir les yeux sur ce que l'opérateur fait. Mais après... Et nous sommes entre l'État et le consommateur. Justement. Donc, on a un rôle de régulateur. Mais c'est exactement ça. L'État aussi est une réflexion de la population. Donc, moi, je trouve que quand on dit qu'il y a eu la crise a affecté tout le monde, de la même manière que la crise a affecté les consommateurs, la crise a affecté l'État et les poches de l'État, parce que c'est ces mêmes consommateurs, c'est ces mêmes entreprises-là qui payaient des taxes, qui payaient des impôts, qui ont eu des allègements sur leurs factures, que ce soit d'eau et de courant. On se rappelle très bien sur 3 mois. Là, on peut voir que beaucoup d'entreprises aussi ont eu quand même, si on veut dire, des retards sur leurs paiements. Donc là, l'État a été aussi bien affecté par la crise que les consommateurs. Maintenant, la deuxième partie de la question pour moi, c'est surtout, j'ai l'impression que les consommateurs sont plutôt réactifs. C'est-à-dire, cette annexe fiscale et toutes ces augmentations-là, c'est des lois qui ont été introduites. Et donc, est-ce que le lobbying ne doit pas se faire avant l'augmentation? Et la deuxième partie de la question, c'est que est-ce qu'il ne doit pas avoir un côté de sensibilisation? Parce que sur les réseaux, c'est surtout beaucoup d'alarmistes. On pense que les prix ont doublé. On pense que l'État va bénéficier de ça. Mais c'est plutôt, disons, des taxes pour essayer de rééquilibrer les choses. Ça n'a pas doublé. C'est des trucs qui étaient prévus depuis des années. Est-ce qu'il n'y a pas ce travail de sensibilisation là aussi au niveau des consommateurs qui doit être fait? Allez-y. Le travail de sensibilisation se fait chaque jour. Vous savez, quand on prend, par exemple, le problème des livreurs, de la livraison, il s'agit d'un décret qui existe depuis longtemps. Exactement. Ah, d'accord. Vous voyez, Oui, c'est rien de nouveau. qui est en train d'être appliqué. Mais je me demande, un décret qui existait depuis longtemps, pourquoi c'est maintenant qu'on applique? Franchement. Est-ce que c'est après une telle crise qu'on doit l'appliquer? Donc, à votre avis, il faudrait retarder l'échéance? Justement, quand je prends encore l'exemple du lait infantile, je suis allé hier rencontrer l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. J'ai appelé le président, mais ce qu'il m'a dit, lui-même, il plaide pour que la mesure ne s'applique pas. Ben ouais. Je vous assure, lui-même, qui doit appliquer en tant que pharmacien. Il me dit qu'en réalité, il était prévu 18% de TVA sur tous les laits, de façon générale, depuis longtemps. Maintenant, après la crise de 2011, à partir de 2012, l'État n'a pas appliqué de TVA sur les laits infantiles. Vous voyez? Mais les tests disaient que la TVA devrait être appliquée. Mais ça a été suspendu. L'application n'était pas effective. Vous voyez? Et donc, quand l'État se réveille maintenant pour dire qu'on va mettre 9% de taxes, ça donne l'impression qu'il y avait une taxe de 18% avant et que peut-être on est venu mettre encore 9%. Ou bien, s'il n'y avait pas de taxe qui existait, c'est maintenant qu'on commence à prendre des mesures pour taxer. Alors que la mesure existait, mais ça avait été suspendu, ce n'était pas appliqué. Sur le lait infantile. Les autres laits, ça s'appliquait. Et donc, c'est la loi, cette loi fiscale-là qui vient, qui dit, par exemple, qu'en cette année 2021, où on sort de crise, il faut qu'on taxe un lait infantile, s'il vous plaît. Franchement. Le lait des bébés. Les bébés qui viennent d'arriver. Est-ce que c'est une manière de nous dire de ne plus faire de bébés? Non, c'est une manière de dire de partir aux sources. Oui, il y a le lait maternel. Vous savez, dans tous les autres pays, donc, bon, ça c'est des cas précis. Oui, si on veut voir, c'est moins de 20% même de femmes qui ne peuvent pas allaiter. Après, la plupart du temps, beaucoup de pays taxent encore plus même le lait infantile pour encourager les mamans à retourner vers le lait maternel. Avant, tout le monde donnait le lait maternel parce que le lait était, disons, à moins de coût ici, que beaucoup de gens se dirigeaient directement vers le lait infantile. Mais après, comme vous l'avez dit, la taxe devait être même à 18%. Il n'y avait aucune taxe sur le lait infantile et maintenant, c'est passé à 9%. Et donc, c'est ce travail encore de rééducation qu'on doit faire pour dire que voilà une option. Donne ton propre lait à ton enfant. Mais surtout de communication. Ce genre d'information, par exemple, si la population avait été préparée psychologiquement à ça depuis des années, totalement d'accord. Je pense qu'on n'en serait pas là. Et c'est ça, on doit être moins réactif et plus d'informations. C'est ça, moi, j'ai vu que l'ARTCI a
autoriser 11 entreprises à effectuer les livraisons. C'est-à-dire qu'il faut faire des livraisons avec ces entreprises-là, ces 11 entreprises. Est-ce que ça ne demande pas une volonté manifeste des grands groupes d'étouffer en fait les petits? Parce que si... Oui, allez-y. Non, non, ça ne demande... On ne peut jamais étouffer les petits. C'est un système... on est dans un système. La RTCI, c'est la grande maison, c'est-à-dire c'est le papa. Et c'est le papa qui couvre toutes ces entreprises de livraison et les autres entreprises de téléphonie, tout ça. Mais il y a des règles au niveau de la RTCI. En fait, si on parle de découpage ou bien d'éléments, que ce soit un prix pour les grands ou un prix pour les petits, enfin, c'est qu'on peut leur demander de payer. Aujourd'hui, la RTCI demande 5 millions à tous les groupes. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est ce que je dis, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais la RTCI pouvait faire un autre travail en amont. Oui, bien sûr. Mais le grand, il paye grand, le petit prend, il paye petit. C'est ça. Ouais. Et c'est ce que la RTCI devrait faire. Ouais. Alors, Ivaka, je vais vous permettre... que je puisse rectifier quelque chose. Oui. Vous savez, j'ai dit que le test qui a institué ce paiement qui doit se faire là, ce test existe il y a longtemps. Si. C'est le décret 2018-382 du 4 avril 2018, fixant montant et modalités de paiement et de recouvrement de la contrepartie financière de la délivrance d'autorisation de fourniture de services postaux. Bon, ce décret dit, en fait, ce n'est pas 5 millions pour tous. Ouais. OK. Voilà. Et ce décret, à son article 9, je crois, à son article 9, dit que les opérateurs des services postaux internationaux doivent payer 250 millions. Si. D'accord. Alors attendez, Donc, Ivaka, permettez-moi de vous interrompre juste parce qu'on doit aller en pub malheureusement et on va revenir et on va vous permettre de continuer et de développer un peu votre point. Bien on se sûr, retrouve juste après avec vous. quelques minutes de pub. À tout de suite. Bonjour et bienvenue. Si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes sur NCI dans votre émission Les Femmes d'ici et aujourd'hui, on parle de la cherté de la vie. On parle de tous ces produits qui ont augmenté récemment et qui affolent la toile. Nous sommes avec Ivaka, président de la Fédération nationale des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire et Nguessan Kouakou, président de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Ivaka, juste avant d'aller en pub, vous étiez en train de nous expliquer le décret qui parlait des livraisons, enfin, s'il faut payer 5 millions comme caution avant d'avoir une société de livraison ou pas. Voilà, donc j'étais en train de dire que le décret date de 2018. Ouais. Voilà, et ce décret a prévu 4 paliers. Et voilà, donc les services internationaux payent 250 millions. Ouais. Vous voyez, les opérateurs internationaux payent 250 millions, les opérateurs nationaux payent 10 millions. Maintenant, les opérations de services de transfert d'argent payent aussi 10 millions. Maintenant, les plus petits, voilà, qu'on appelle les opérateurs de services postaux de transport, c'est ceux-là, transport d'envoi postaux, Qui payent 5 voilà, qui payent 5 millions. Donc, c'est censé être pour les petits. Donc, quand on regarde transport d'envoi postaux, bon, on dit opérateur. C'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème. Moi, je pense que dans ce secteur, de plus en plus de personnes physiques, qui ne sont pas forcément des entreprises, sont en train de rentrer dans le secteur. Monsieur, il a sa moto à la maison. Et il fait de la livraison. Il fait des livraisons avec sa moto. Pas forcément une entreprise. Et donc, c'est ça le problème. Voilà. Et donc, quand on lui demande de payer 5 millions, c'est comme si c'est une grosse boîte qui devait payer 5 millions et l'information sur les réseaux sociaux, ça crée problème. Parce que c'est une personne physique, en fait, qui comme on le dit, qui se débrouille avec sa moto, qui fait des livraisons pour pouvoir... Et ça sauve tellement de jeunes personnes. Oui, mais ça reste quand même
on est d'accord que ça reste quand même cher, surtout quand on demande de payer ces 5 millions-là en une fois. Est-ce que c'est en une fois d'abord? Justement, c'est en une fois? Est-ce que c'est en une justement, fois? parce que c'est une autorisation d'exercer. C'est-à-dire, avant d'exercer la profession, il faut payer. Ouais. Voilà. Mais vous comprenez... L'ordre qu'on met dans le secteur. Dans le système, et vous comprenez que c'est maintenant que le système de livraison est de plus en plus fréquent à cause de tout ce qui était confinement relatif à la crise de Covid. Donc les lois, au fait, on doit comprendre qu'elles s'adaptent en fonction de notre environnement. On a vu que, par exemple, les grandes entreprises comme Amazon et tout ça, ils n'étaient pas régulés avant. Il n'y avait pas de loi qui s'adaptait à eux. Mais maintenant, on voit que Glovo, Jumia, toutes ces entreprises deviennent de plus en plus puissantes. Et contrairement à nos entreprises typiques agricoles qu'on connaît. Et donc, il faut mettre des lois en place pour maintenant les réguler. Et comme vous le dites, c'est autour des opérateurs. C'est les plus grandes entreprises. C'est ceux qui sont structurés. La plupart du temps, les exemples que vous donnez, celui qui est sur sa moto, qui fait les livraisons, je suis désolée, mais il est peut-être encore dans le secteur informel. L'État ne le voit même pas. Donc lui, c'est 5 millions. C'est vrai qu'elle n'a pas tort sur le point du secteur informel. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de livreurs à moto qui vont forcément s'acquitter de leurs 5 millions. Ils peuvent des 5 millions. Ou on se trompe peut-être. Vous en pensez quoi On parle pas des informels. Aujourd'hui, quand on dit informel, on ne le connaît pas. Exactement, il n'existe pas. Donc c'est celui qui a les moyens, qui vient aujourd'hui vous voir pour dire moi, j'ai pour métier la livraison de temps et temps. C'est celui-là qui veut formaliser son travail. C'est à lui qu'on demande ces différents montants. Voilà, selon son poids. Donc, si vous êtes un grand livreur, vous venez des États-Unis, vous êtes un grand livreur, vous payez 250 millions. C'est ça. C'est bon du poids. Qui est là, il est national, il dit qu'il veut faire de ça son métier. On dit, voilà le tarif. Tu peux payer combien et quel est ton poids? Tu dis, non, moi, je peux payer 10 millions parce que j'ai 5, 10, 20 motos. Mais tu payes les 10 millions. On te donne ton autorisation, c'est sur combien d'années? 10 ans? 10 ans, c'est ça. C'est sur 10 ans, tu payes les 10 millions, tu es tranquille. Tu es formel. À côté de nos gars qui sont informels, il prend sa moto, il quitte Yopougon, bien Koukoudi pour faire sa débrouillardise. Il vend, il livre quelques petits trucs pour avoir de l'argent dans la journée. Ça, c'est l'informel. Donc, on ne peut pas aujourd'hui le défendre pour dire il faut parler d'argent, parce que lui, il ne va même pas à la RTCI. Il ne connaît même pas la voix de la RTCI. Aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous comprenez la position de l'État et vous comprenez aussi les consommateurs. Effectivement. Donc, quand vous êtes en train de faire les discussions avec les consommateurs, aujourd'hui, vous avez dit que vous avez réunion avec certaines personnes de la RTCI et tout. Qu'est-ce que vous partez leur dire au juste? Puisque vous avez les deux situations. Les deux points. Justement, vous savez, on est à la tête des organisations de consommateurs. Nous sommes des consommateurs lambda, mais nous sommes aussi dans l'État. Voilà, un État, il est trépied, comme j'ai l'habitude de le dire, le gouvernement, les hommes politiques, la société civile. Et nous devons équilibrer toutes les décisions que nous prenons pour que l'État soit solide. Exactement. Voilà. Donc, moi, je pense que concernant cette activité de livraison, ce n'est pas trop de notre domaine en tant qu'organisation de consommateurs, mais ce sont les effets, en fait. Sinon, ce que je conseille, c'est du domaine du professionnel. Donc, quand c'est comme ça, c'est des syndicats qui se créent. Nous ne sommes pas les syndicats, nous sommes les associations. La loi 60 relative aux associations qui régissent les organisations consommateurs. Donc, quand il s'agit d'un travail, de quelque chose que tu fais pour avoir de l'argent, nous sommes à but non lucratif. Donc, c'est quand ces professionnels ont des problèmes que le plus souvent, ils prennent des dispositions qui impactent sur notre quotidien. C'est à ce niveau-là que nous réalisons. Vous intervenez. Voilà. Mais pour les aider, on leur demande de s'organiser en syndicat, d'aller rencontrer les administrations, la RTCI, pour débattre de cette question. Et puis, ils vont régler.
Voilà, l'État va tenir compte désormais, étant donné que ceux-là, les petits-là, n'existaient pas avant. C'est une branche qui a été créée, ils sont informels, mais je pense que l'État aussi doit tenir compte des petits. C'est ça. Donc, dans les discussions, on peut modifier ce décret pour tenir compte d'eux. C'est ce qu'il faut. Mais vous parlez de quelque chose, vous avez dit un mot qui est important, c'est-à-dire impacter le quotidien. Et ce qui impacte aujourd'hui le quotidien, c'est aussi l'augmentation de l'huile de palme. On sait que l'huile de... Enfin, d'après ce que j'ai entendu, donc c'est une augmentation qui est due aux aléas, ou on va dire des cours mondiaux, dus effectivement à la crise du corona, etc., etc. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas assez suffisante en termes de production agricole pour permettre justement de pouvoir pallier à ces aléas justement des cours mondiaux, que ce soit pour l'huile de palme et que ce soit pour le pain également? Quel est le problème? Donc, vous nous amenez à faire ressortir les effets, ou bien les causes. Voilà, ce sont les causes. Les causes de ces augmentations sur le prix de l'huile de palme. Et on a essayé de scruter un peu les administrations qui sont en charge de ce dossier. On a rencontré aussi les opérateurs, les industriels, pour avoir les informations. Ce qui ressort, c'est qu'il y a deux facteurs. Il y a le premier facteur qui vient de l'international. Donc, le facteur est exogène au plan international. Il se trouve que, à cause de cette maladie à Covid-19, là, les pays producteurs tels que la Malaisie et l'Indonésie n'ont pas suffisamment produit. D'accord. Voilà. Et donc, ça fait que la baisse de la production a entraîné aussi la baisse de l'offre. La loi du marché, quand l'offre est inférieure, que la demande est abondante, vous voyez que ça augmente les prix. Exactement. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe à l'international. Donc, la Covid-19. Mais en plus de ça, il y a eu inondation au niveau le pays, la Malaisie a subi l'inondation. Donc, ça encore, ça a créé des problèmes de production. Vous voyez? Donc, voici les deux causes au niveau international. Mais au niveau national, on va parler de Covid aussi, puisque c'était mondial. Au niveau national, moi, je dis que je ne peux pas accepter, en tant que président d'Association consommateur, qu'on ne soit pas réactif, qu'on ne prévienne pas les crises ou bien les maux. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est un pays qui regorge de beaucoup de superficie de ressources. Donc, est-ce que vous savez que nous sommes premier producteur africain, deuxième exportateur africain de l'huile de palme? Quand même, hein? Quand même. Vous voyez? Donc, il n'y a aucune si réelle on arrive raison. à exporter et être deuxième exportateur, mais moi je pense qu'avant d'exporter, il faut pouvoir satisfaire la demande nationale. C'est ce que la Chine a fait au niveau du riz. Lorsque leur population a... Bon, la croissance a été exponentielle. Ils ont cessé d'exporter le riz. Les Chinois ont suspendu l'exportation de leur riz. Et ils ont satisfait leurs besoins locaux. C'est ce qu'on doit chercher à faire. On va vous permettre, Koungessa, de réagir parce qu'il nous reste que quelques minutes. Le problème est que chez nous ici, la noix, c'est-à-dire que notre palme n'a pas subi d'augmentation au niveau des producteurs. D'accord. Ça n'a pas augmenté, et puis à la transformation, il y a une augmentation. Et là, il y a un problème. En dehors des causes exogènes dont mon frère a parlé, il y a ce côté social qu'il faut prendre en compte. Mon papa qui est planteur de palmiers à huile, on achetait le kilo, je ne sais pas, à 25 ou 30 francs. Depuis belle lurette, le prix est resté le même. Et quand il vient prendre l'huile transformée, il achète 3 fois ou bien 10 fois plus cher. Alors,
ça c'est du rôle régalien de l'État. C'est ça. L'État doit voir ce côté et nous, à l'appui avec les consommateurs, parce que nous constituons une force, pour voir comment est-ce que les prix doivent être régulés. Parce que ce n'est pas normal qu'on augmente en cette période à plus de 20% la valeur. C'est vrai, c'était combien de pourcents? Le prix de l'huile. Si on est passé à 20%, je crois que c'est 20, oui. Alors, très brièvement, c'est quoi vos principaux chantiers là sur quoi vous vous battez principalement en termes d'augmentation, sur lesquels vous n'allez pas du tout lâcher du lest en fait? Président Nguessa, est-ce que tu sais que sur le site de l'association interprofessionnelle de palmiers à huile, eux ils ont dit qu'au plan local, le prix est passé depuis septembre de 41 francs, le prix de le régime de palme. Le régime. Oui. C'est passé de 41 francs à 63 francs, 61 francs. Ah, c'est à vérifier. Voilà. Ça est sur le site. Donc, non. eux, au plan local, ils donnent l'information pour dire qu'il y a eu augmentation au plan local. Donc, messieurs, très rapidement, comme je disais... On doit bientôt conclure. Donc, très rapidement, c'est quoi vos chantiers principaux en termes d'augmentation de prix? Qu'est-ce que vous bloquez? Sur quel point vous faites pression sur les opérateurs économiques et sur le gouvernement? Aujourd'hui, nous avons deux chantiers. Ce qui est sorti, il y a l'huile et puis il y a le pain. D'accord. Parce que le pain, ce n'est pas encore... acté. Oui. Mais les rumeurs étaient vraies. On est en train de préparer... Les rumeurs étaient fondées, en fait. Ouais. C'est ça, les rumeurs étaient fondées. Voilà. Mais l'huile est sortie. Alors, nous devons nous battre pour espérer une diminution. Et ça, c'est avec le concours de tous les consommateurs de Côte d'Ivoire. Les associations de consommateurs sont déjà unies et elles travaillent. Mais la population, nous avons besoin de soutien de la population. Ah oui, Yves? Bon, nous, ce qu'on peut dire concernant l'huile, nous demandons à l'État de reconduire la mesure de plafonnement de prix. Parce qu'en réalité, nous avons opté pour la libéralisation de l'économie, donc la liberté des prix. Depuis 1991, c'est ce que la loi dit. Mais la loi relative à la concurrence prévoit aussi des exceptions en cas de hausse excessive. Donc, le plafonnement, il faut que l'État reconduise ça. Maintenant, il faudrait qu'on crée aussi la concurrence, les huileries qui existent là. Il faut créer d'autres huileries. Voilà, donc on a plusieurs propositions comme ça, mais... Merci beaucoup, Monsieur Yves, merci beaucoup, Monsieur Nguessan. Franchement, on vous souhaite bon vent, bonne chance, parce que nous tous, on est avec vous, on vous soutient. Et on espère que l'État va comprendre. Quant à vous, mesdames et messieurs, vous ne partez pas, l'émission continue, tout juste après cette page pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission préférée sur NCI, c'est Les Femmes d'ici. Et nous sommes toujours là, toutes les quatre. Comment ça va la fille? Ça se passe toujours bien? Ça va, avec très bien. Sauf que cette fois-ci, je pense que nous allons parler, en tout cas, de cette... on va dire, crise du coronavirus qui empêche les activités de tout un chacun. Mais Afou, je pense qu'elle est là pour nous donner quelques astuces et conseils pour pérenniser votre activité, chers téléspectateurs, tout en respectant les mesures barrières. C'est dans la rubrique Parlons Business, tout de suite. Très bien, comme Aurélie l'a si bien dit, nous allons parler aujourd'hui de comment, disons, pérenniser vos activités et continuer vos activités pendant cette période de crise-là. Surtout qu'il y a eu une nouvelle vague de Covid, il y a eu un vrai relâchement, disons, à notre niveau, vu que depuis longtemps on est sorti du coup-feu, les activités ont repris. Avec les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de personnes qui se sont exposées et donc on a encore plus de cas. Et donc vraiment, comment continuer en tant que gérant d'entreprise ou même en tant que consommateur à
continuer sa vie, mais vraiment en respectant les mesures barrières et vraiment en se protégeant. Donc, la première des choses que je dis, il faut une réorganisation au niveau de l'entreprise. Revoir sa stratégie. Et la stratégie est vraiment différente en fonction de ceux qui procurent des services versus ceux qui produisent, par exemple, qui vendent des produits physiques. Par exemple, si vous produisez des services et que vous avez des réunions dans une salle de réunion qui est vraiment toute petite, vous devez vous asseoir près de l'autre. Et vraiment, c'est des risques au niveau de l'entreprise. Et maintenant, bien sûr, tous ces outils-là existaient avant, mais de plus en plus, on a maintenant l'habitude de les utiliser. C'est d'utiliser, par exemple, des outils comme Zoom, Skype, Teams et même WhatsApp. Franchement, WhatsApp est top. Tu peux faire les appels vidéo. Tu peux même, maintenant, il y a une feature où tu peux ajouter plusieurs personnes dans le call. Donc, c'est vraiment essayer de limiter le contact, surtout dans des espaces clos et en proximité. Donc, si possible, vraiment essayer d'utiliser d'autres moyens de communication. Donc, éviter les réunions classiques. Ouais. Et puis, organiser des réunions virtuelles. Voilà. Après, si vous n'avez pas le choix, tout le monde porte le masque pendant la réunion et puis on avance. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un vrai cas de Zoom fatigue. C'est-à-dire les gens étaient fatigués des réunions virtuelles. Moi, personnellement, c'est mon cas. Non, franchement, pareil pour moi, en tant que gérante d'entreprise et avec d'autres réunions. Tout devient un sujet de réunion Zoom. Et c'est compréhensible parce qu'avant, tu as ton collègue qui est dans le bureau juste à côté. Dès que tu as une question, tu vas et tu lui demandes et ça va. Mais maintenant, tout doit être une réunion Zoom. Et ici, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas faire de réunion de 15 minutes. Donc, ils te bloquent 1 heure dans ton calendrier pour une question qui aurait pu faire 10 minutes. Donc, tu fais 8 heures de réunion et après encore, tu as ton travail à faire en fin de journée. Donc, c'est d'essayer de mitiguer ça, par exemple, en étant très disponible. Par exemple, pendant que gérante, je donne mon numéro à tous mes employés. Si c'est un truc rapide sur WhatsApp, on s'appelle. Quand c'est vraiment un truc important, on fait la réunion et on a un rendez-vous toutes les semaines clé et l'heure ne change pas, où vraiment on a des réunions de 1 heure et tous les autres trucs, on se parle, on reste vraiment en contact comme si on était dans le bureau ensemble. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième chose, c'est pour ceux qui vendent des produits. Les gens ne veulent pas forcément aller dans les magasins pour s'exposer. Et toi-même, en tant que gérant de ta boutique et tout, tu ne veux pas forcément avoir 30 personnes dans ton magasin. Tu ne sais pas d'où ils sont venus. Tu ne peux pas contrôler, donner le gel à tout le monde. Ça devient compliqué en termes de logistique. Et donc, voilà pourquoi nos livreurs sont devenus très, très, très indispensables à nos vies maintenant. Et c'est pour ça que les pauvres... Exactement. Et maintenant, ils font l'argent. Donc, il faut qu'on les taxe un peu. C'est ça. Et donc, maintenant, on voit que les services de livraison, vraiment, moi-même, j'adore. Les gens mettent leur WhatsApp, tu les appelles, ils livrent chez toi. C'est ça. Tranquille. Mais il ne faut pas aussi oublier que quand quelqu'un vient te livrer, il y a quand même un petit contact qu'il ne faut pas oublier de désinfecter une fois que vous recevez, ou bien si c'est des produits, les laisser dehors pendant un moment. Vraiment, il y a quand même une partie de contact de ce côté-là. Et la deuxième chose qu'on voit beaucoup, c'est que les gens maintenant utilisent plus les réseaux sociaux. Vu que les gens ne viendront pas en boutique, il faut mettre des photos, il faut mettre les articles en ligne pour que les gens sachent ce que vous avez. Et après, maintenant, vous pouvez échanger. Et j'ai vu un truc qui était super cool. C'était pour le lancement d'une boutique. Et la dame a fait un lancement virtuel. Et donc, elle a utilisé son téléphone, elle rentre dans sa boutique, elle montre chaque article, comme si vous étiez là en train de vous inviter plutôt que de vous inviter en personne. Et donc, tu vois les articles et si ça t'intéresse, tu peux le laisser en commentaire. Moi, je veux ça. Et il répondait. Vraiment, j'ai trouvé ça top. Donc, essayez autant que possible d'innover, d'être ingénieux et puis de trouver d'autres solutions parce que, bien sûr, il faut qu'on s'adapte à cette crise-là. Et... maintenant, la dernière chose que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a aussi sur les réseaux sociaux, malheureusement, c'est pas tout le temps fiable en termes de produits ou en termes de services. Donc, il y a une partie aussi qui doit se faire en termes de documentation, de s'assurer que vous n'allez pas envoyer votre argent Orange Money à quelqu'un parce que, bien sûr, avec le virtuel aussi, il y a les paiements qui se font en ligne. Il y a beaucoup moins de contacts et donc, il faut encore être beaucoup plus prudent parce qu'il y a eu beaucoup plus de fraude et tout ça dans cette période-là. Donc, il faut surtout rester très vigilant et vous assurer que vous avez tous les contacts de la personne à qui vous transférez ou bien avec la personne avec qui vous gérez vos affaires. Donc voilà, quelques astuces. Bien fou, merci. Moi, ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai acheté une imprimante scanner. Ce que j'avais pas à la maison à l'époque. Comme ça, t'as pas besoin d'aller. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller au bureau. Je scanne le document, je l'envoie à mon assistante, elle gère directement. Et je vais aller plus loin même avec par rapport à l'imprimante scanner. Ce que tu peux faire, c'est avec ton téléphone portable. Avec une application. C'est vrai. Comme ça, tu sais, tu peux tout avoir sur ton téléphone. Et puis c'est vrai que maintenant, on est un peu sur le. J'imagine que le document que tu vas scanner, t'as besoin de l'envoyer à quelqu'un. C'est encore plus rapide. Ouais, c'est ce qu'on fait avec le téléphone. Moi, c'est toujours mon téléphone. Il y a des top applications pour ça qui scannent, qui envoient. Et aujourd'hui même, il y a plus besoin d'application. Tu sais, maintenant avec les
les derniers téléphones, là, dès que tu mets devant une feuille papier, ça se transforme automatiquement en PDF, en PDF, exactement. Voilà, scanner. Les nouveaux téléphones font ça. Voilà. Là, tous les moyens sont bons. Hein. Éviter les contacts. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à une rubrique que j'aime beaucoup, c'est la nourriture, la cuisine. J'aime beaucoup manger, vous-même, vous savez ça. Et donc, nous allons partir à la rencontre d'une dame à travers d'un portrait qu'on a fait d'elle, qui s'appelle Astou, qui est une grande préparatrice de tchèp. Elle est à Cocody, mais regardez son portrait, c'est dans la rubrique « À vos tabliers ». Bonjour, c'est venu pour vous montrer le tchèp de sénégalaise. C'est Astou. Fais venir. Sépare pour mettre dans l'huile dans la marmite. C'est lit de mer. Lit de mer, c'est bon poisson. Voilà le yet escargot de mer. Il y a le persil, l'ail, piment. On va commencer à piler. Maintenant, c'est pour mettre dans le fourré, dans le poisson là. On va mettre un peu de sel dans le poisson. Ça c'est sous. L'huile n'est pas encore chaud. Je vais attendre ce chaud d'abord. En même temps, on va couper le condiment pour mettre à côté. Astou dit toutes les vitamines sont dedans. C'est ça même. Et elle a raison, ça a l'air tellement bon. Moi, j'aime bien, il y a plein de variétés dedans. Du coup, on se fait un tchèp tout à l'heure. Moi, je ne mangerai pas de tchèp de Cocody. Hein. C'est très givile. C'est là-bas que mes parents sénégalais sont. Non, mais elle est sénégalaise. Les Sénégalaises, elle quand tu rentres dans des quartiers, tu sens même le tchèp, tu sais que tu arrives au Sénégal. En fait, c'est vrai, mais c'est des habitudes, je connais des endroits à Cocody où ce sont des Sénégalais, justement, qui vendent, peut-être qu'ils sont venus de Trècheville, mais c'est carrément la même chose. Mais c'est le Cocody là qui te dérange. Oui, tchèp à Cocody, il faut que j'aille à la source. C'est a priori. Trècheville. Moi, en tout cas, personnellement, je sais qu'en regardant le reportage, ce petit magnéto, j'ai eu faim, comme d'habitude. Ça, c'est comme tous les mercredis. Mais aussi, j'avais envie de vous poser la question, vous préférez le tchèp viande ou tchèp poisson? Tchèp viande, moi, je suis bien. C'est poisson pour moi. Moi, je suis poisson et poulet. Poisson et poulet, ouais, c'est ça. Ouais. Poisson poulet. Pas poisson. Tu vois les préférences de chacun. Pour moi. Quoi qu'il en soit, on sait pas. Et aussi, il y a le tchèp rouge, ça c'est ce qu'elle a fait. Alors moi, je fais tchèp blanc, tchèp vert, tchèp jaune. Oui. Kadi, moi, je fais le jaune. Je n'aime pas quand les gens parlent trop. J'ai envie de goûter pour voir. Oui, exactement. Kadi nous dit toujours ce qu'elle prépare. Moi, je prépare. Mais on n'a jamais eu de plat. Kadi, à la limite, dit qu'elle prépare mieux le tchèp que les Sénégalaises, je te jure. Donc, on attend, tu vois, l'invitation. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Je vais vous envoyer ça sur le plateau ici. C'est ça. Moi, je suis une vraie Sénégalaise. Et on va s'y tenir. Et on vous dira, et on dira à notre public si on l'a mangé, si on a goûté le tchèp de Kadi. Est-ce qu'on en a pensé en toute objectivité? Bon, écoutez, les filles, alors on peut parler de nourriture pendant des heures, mais malheureusement, il faut qu'on parte en pub. Alors vous, surtout, restez avec nous. On revient dans quelques instants. Ce sera juste après une courte page de pub. À tout de suite. Retour sur le plateau des Femmes d'ici. Nous sommes à la dernière partie de notre émission et nous allons maintenant passer à notre rubrique Ça crush, ça clash. Alors, dans le Ça crush, ça clash aujourd'hui, vous allez nous parler de vos coups de cœur ou coups de gueule et ensuite on va juger, d'accord? Alors, personnellement, mon coup de gueule, je dirais, c'est encore les sociétés de livraison qui doivent payer un caution. Non, c'est vrai. Je suis sûre que tu n'avais pas prévu de monter ta structure. Non, et pas puis... du tout. C'est parce que c'est pas personnel. C'est pas personnel, mais en fait, je côtoie beaucoup les jeunes qui ont des sociétés de livraison. Et j'ai une de mes entreprises qui fait son chiffre d'affaires avec 60% des livreurs. C'est-à-dire que même avec le corona, ces personnes n'arrêtaient pas de m'appeler. Ah, madame, c'est comment? Parce que c'est de ça qu'ils vivent. Ouais. Et je sais aujourd'hui combien ça leur coûte. Ce matin, par exemple, j'ai appelé ma gérante. Je lui ai dit, mais c'est comment avec les sociétés? Elle dit, madame, elles ne savent pas où donner la tête et tout. Donc pour moi, je pense que je comprends qu'il y a un décret qui autorise, qui prévoit ça. C'est normal. Mais peut-être qu'il faut que l'État essaie d'être souple, en fait, sur les paiements. Tu vois, c'est-à-dire qu'on peut peut-être genre, voilà, des échéances. Ça, ce serait intéressant. Donc, pour moi, c'est ça. Écoute, oui, en fait, je suis fâchée. Bon, après, je suis pas très fâchée, mais je suis fâchée aussi. Non, mais c'est vrai parce que ça. C'est entre les deux. Non, je pense que tu as absolument raison. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il y a une tension qui est là, qui est. À fond, on a bien parlé. C'est un peu compliqué. Enfin, c'est pour ça que je parle de souplesse, tu vois. Mais je comprends ton point de vue. Alors, moi, personnellement, j'ai envie de faire un coup de gueule.
par rapport à une émission qu'on a diffusée, qu'on a tournée, qu'on a diffusée lundi dernier, au sujet des violences conjugales et qui a été, comment dire, il y a eu des réactions assez négatives sur les réseaux, mais principalement sur un point en particulier, c'est le fait qu'on ait choisi de diffuser la vidéo 2012 montrant Arafat en train de brutaliser verbalement et physiquement sa compagne. Alors, je tiens à dire que il ne s'agissait nullement de faire le procès de DJ Arafat dans cette émission, ce n'était pas l'objet. Par contre, on parlait de stars et de personnalités publiques concernées et impliquées dans des affaires de violences faites aux femmes et de violences conjugales. Et j'estime aujourd'hui qu'on devrait avoir dépassé le point où on pense que parce que quelqu'un est une icône de musique, ou parce qu'elle est décédée, ou parce que les faits datent d'il y a tant d'années, qu'on ne peut pas en parler. Alors, on a la mémoire courte déjà parce qu'on oublie que, pour rappel, justement, il n'a jamais été appréhendé pour cette affaire-là. Oui, il n'y a eu aucun impact sur lui. Donc, pour illustrer notre propos, justement, qui est donc l'impunité des violences faites aux femmes, je pense que c'était plus que pertinent. Et il faudrait que les gens arrêtent de s'indigner juste parce qu'ils idolâtrent. En fait, le truc, c'est que les gens sont dans la passion, ils sont dans l'émotion. Ils ne réfléchissent pas forcément très loin. Et voilà, ils réfléchissent pas très loin. La Chine populaire. Oui, mais tu peux aimer la musique de quelqu'un. Il faut séparer l'artiste de la personne. Et ça, c'est pas séparer. Non, moi, je sépare. L'art et la vie privée est différente. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas que tu peux aimer la musique d'Arafat sans pour autant le voir comme un modèle. Et c'est ça qui est très clair. Sa vie privée est bien sûr sur les réseaux parce que c'est une star, mais c'est vraiment différent de sa musique. Donc il ne faut pas être dans la passion et essayer d'oublier parce que vous êtes fan d'Arafat. Il faut pouvoir faire les deux. L'esprit de discernement est très important. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas écouter sa musique. Écoute sa musique, il n'y a pas de souci. C'est ce que j'ai dit. J'ai fait un post justement le jour de son décès où je disais on peut ne pas aimer le personnage, mais on sait qu'on est unanime sur le fait qu'il a fait de la bonne musique. Néanmoins, on ne peut pas faire fi de ses actes. Il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Il faut le dire, c'était pas bien. Et puis voilà. Moi, ce qui est bizarre en fait dans tout ça, c'est que moi, je n'écoute pas les internautes. Les internautes, là, surtout, il faut prendre des personnes qui ont des avis pertinents. Des personnes qui... Voilà. Mais sinon, si c'est les gens de Facebook, des gens qui font exprès pour aller raconter n'importe quoi. Non, mais c'est vrai que la raison pour laquelle j'ai réagi là-dessus, c'est parce qu'on a eu beaucoup de réactions. On dirait que c'était tout ce qu'ils avaient remarqué dans l'émission. C'est notre DJ Arafat, c'est le chinois. C'est le Daichi. On a dit love sur Arafat. Sur les commentaires. Sur les commentaires. Ensuite, donc moi, on est en mode clash aujourd'hui. On est tous fâchés. On est les consommateurs aussi. Moi, je suis contre les activistes de Facebook. Je suis désolée, on revient encore sur les réseaux sociaux, mais je trouve que les gens, ils sont réactifs, ils sont toujours là à se plaindre sur les réseaux. Mais quand on parle d'engagement civique, quand on vous dit d'aller voter aux législatives, quand on dit de s'impliquer dans la politique, tout le monde a d'autres choses à faire. Oh non, on veut faire l'argent, on veut se concentrer sur nos activités professionnelles, on n'a pas le temps pour ça. Ils doivent juste comprendre que vraiment la politique affecte et a un impact sur toutes les parties de nos vies, que ce soit professionnel comme personnel. Ouais. Et donc, surtout au niveau des jeunes, on doit forcément avoir un engagement public politique aussi beaucoup plus présent. On doit aller voter aux législatives parce que c'est ces gens-là qui nous représentent après. Et donc, on a des lois qui ne nous représentent pas. On ne peut pas dire, ça ne nous représente pas. Pourquoi ils font ça? Vous avez voté des gens qui ne sont pas compétents. Je suis d'accord. Il faut faire un temps de savoir. Moi, je suis un petit peu mitigée sur ce côté-là parce que c'est très difficile aujourd'hui de donner son point de vue, surtout que c'est un point de vue qui n'est peut-être pas forcément de la vie générale. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, un jeune qui vient de commencer son activité, qui aujourd'hui veut donner un point de vue contraire à ce qui est normal. Non, mais pas de donner ton point de vue. Je te dis d'aller voter. Oui, d'aller voter, oui, ça c'est bien, mais c'est ça que je parle. Imposer ou donner son avis publiquement, ça peut avoir des impacts sur tes activités, ça peut avoir des répercussions. D'engagement civique, d'engagement civique, va voter, va faire plus. Oui, exactement, va faire compter ta voix. Et donc, il faut le faire. Mais après, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est encore... Allez voter, comme ça, vous allez pouvoir dire, on a voté celui-là. S'il n'a pas bien fait demain, on l'enlève, on vote une autre personne. Voilà, c'est ça. Ensuite, Aurélie. Alors moi, je suis pas du tout aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Je regarde actuellement ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe, qui m'a un peu choquée, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis.
avec Donald Trump, ce président très mégalo, qui malheureusement, à quelques jours de l'investiture du nouveau président, déjà n'a jamais accepté sa défaite et a incité la population, et c'est pas la population, mais ses partisans, à travers de messages de haine, à contredire ou à contester, et c'est devenu bien sûr le drame qu'il y a eu au Capitole, où il y a eu des morts, etc. Et j'estime aujourd'hui qu'en 2021, aux États-Unis, le pays qui est censé être le plus libéral du monde, il puisse y avoir ce genre de situation. C'est déplorable. Ce n'est pas un exemple. Déjà que nous-mêmes en Afrique, même là, c'est pas facile, comme on dit, quand il y a des histoires d'élections. C'est justement parce qu'ils sont trop libres qu'ils font des bêtises, en fait. C'est-à-dire que, non, en fait, c'est même no comment. Mais si tu veux, ça fait 4 ans qu'on est dans la descente aux enfers aux États-Unis avec ce président, que c'est même... C'était en fait, du coup, il fallait que ça se culmine et que ça se termine par quelque chose de catastrophique. Là, il est en train d'être fermé partout. Mais oui, ils ont bloqué son Twitter, ils ont bloqué ses Facebook, c'est grave, mais moi, c'est encore pire parce que les États-Unis, c'est eux les policiers de la démocratie. Ils sont toujours en train d'essayer de s'impliquer dans les politiques de pays qui ne les concernent pas. Et donc, ils ont assez de problèmes maintenant. Ils vont laisser les autres tranquilles. C'est vrai. Bon, alors les filles, on a quelques minutes pour faire un tout petit quiz. Quiz, Madame Quiz. Et bon, comme le thème du jour, enfin les thèmes du jour, c'était un peu tout autour du pouvoir d'achat, de la consommation, donc et aussi des finances personnelles, forcément, puisque ça impacte les finances personnelles. Mais, du coup, j'ai fait un quiz de tout ça. Alors, quelques petites questions, et j'espère que Afou, qui est un peu une spécialiste du domaine, va vous laisser répondre. Je vous laisse. Je parle pas. Qu'est-ce qu'un TIP ? Il y a des options, c'est des questions à choix multiples. Un titre individuel de paiement, un titre internet de paiement ou un titre interbancaire de paiement. Un titre individuel de paiement. Un titre individuel, non? Un type interbancaire de paiement. C'est interbancaire? Toi aussi, tu bloques. Alors, juste pour information, vous avez remarqué quand vous faites des paiements où on vous envoie souvent un message avec un code. Vous savez, pour confirmer, en fait, pour authentifier le paiement. C'est ça, en fait. Oui. Donc, il s'agit d'une autorisation de prélèvement préalable qui est adressée par un créancier qui vaut autorisation de débit de votre compte bancaire. C'est un type, c'est genre ça vous prévient. Donc voilà, c'est juste TIP. Exactement. OK. Donc, interbancaire de paiement. En finance, lorsqu'on parle de taux de rendement minimal, on parle de taux auquel un placement est jugé rentable, valeur minimale de l'action ou degré de performance minimale d'une société. Non, c'est le premier, non? Le taux de rendement minimal, enfin le taux de savoir si on est rentable. Donc taux auquel un placement est jugé rentable. Oui. Ouais, c'est ça. C'est absolument ça. C'est ça. Elle dit, elle attend. Elle répond pas du tout. J'attends. Quand j'ai un brin, quand quelqu'un dit quelque chose, j'attends aussi de voir vos réponses. Elle perd son stylo. Alors, comment est mesurée la variation du pouvoir d'achat? C'est la variation il s'agit de la variation du revenu disponible, de la différence entre la variation du revenu disponible et la variation des prix, ou la variation des prix. Non, c'est B. C'est B, hein? C'est ça, option B. Ouais. C'est plutôt facile quand même. C'est plutôt facile. C'est très facile. Lego. Très facile. Alors, tout à l'heure, on en a parlé, ça c'est plus une question de mémoire finalement. On a évoqué brièvement, la question du pain en Côte d'Ivoire. Alors, le prix du pain devrait bientôt augmenter en Côte d'Ivoire, à moins que nos invités arrivent à convaincre l'État de ne pas d'augmenter le prix. À combien est-il fixé ce prix aujourd'hui et à combien sera-t-il fixé si jamais... 150 francs en ce moment, il sera à 350. À 300, c'est ça. Vous vous rappelez de la date? Non pas que ce soit La date, c'est... La date le 15 janvier, c'est ça. Mais je pense pas qu'ils vont le faire. Non, mais je pense... Non, mais c'est pour 350 francs. Ça dit qu'ils vont faire pain avec condiment en même temps. Non, mais quand même. Dernière question, les filles. Alors, que fait une banque, lorsqu'elle vous accorde un crédit? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle prend de l'argent disponible sur les comptes des autres clients? Est-ce qu'elle prend de l'argent de sa poche ou est-ce qu'elle crée de l'argent virtuel? Non, elle prend l'argent. Non. C'est pas de sa poche, c'est des autres clients, non? Oui, bien sûr. Oui, c'est pas de sa poche, Aurélie. Elle prend l'argent des autres clients. Moi, ce que j'ai, c'est comme réponse, elle crée de l'argent virtuel. Elle crée de l'argent virtuel? Non, c'est pas possible. Non, je plaisante. Non, mais toi, tu estimes que c'est des comptes d'autres clients? Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Même ça, il y a différents types de banques. En fait, il y a différents types de prêts bancaires. Mais la plupart du temps, tu as la banque aussi a un minimum d'argent qu'ils sont censés avoir. Et donc, en fonction de ça, c'est un peu l'argent virtuel qu'ils se disent qu'ils ont dans leur système et qu'ils prêtent. Mais après,
quand tu dois émettre l'argent physique aux gens, et bien sûr, c'est sur certaines échéances, c'est sur différents comptes qui savent que, voilà, cette personne, ils font des analyses, au fait. Elle retire à tel pourcentage, donc voilà, c'est en ce moment-là qu'on a cet argent comme base. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que ne croyez jamais que votre argent est sûr à 100%. Mais bien sûr, c'est pour ça que les banques doivent être agréées. Parce que... Sûr à 100%. Non, mais même aux États-Unis, on te dit juste un maximum, par exemple, jusqu'à, je sais pas, $500 000, qui est sûr que au cas où la banque fait défaut, et on a vu les plus grandes banques faire défaut, c'est vrai, le ça gouvernement arrivait, doit venir et maintenant intervenir et vous rembourser votre argent. Mais je préfère encore l'argent en banque qu'à la maison. Donc, oui, on est d'accord. Il y a quand même le rôle de la banque reste quand même de sécuriser vos fonds. Donc, a priori, c'est plutôt sécure. Voilà, donc c'était facile. C'était pas mal. En tout cas, on a appris. Pour moi qui ne suis pas très finance, on a énormément appris. Et j'espère vous aussi que vous avez appris, mesdames et messieurs. Ceci conclut notre émission. On se retrouve demain sur le même plateau à la même heure. Bisous. Ciao.